présente. Bonjour à tous. Oh, j'ai droit à des applaudissements, merci. Alors, c'est pas moi qui vais parler aujourd'hui. D'ailleurs, ce sujet aujourd'hui, il est très sérieux. L'IA, c'est une boîte noire, un labyrinthe de neurones. Même les experts ont peur parfois de mettre les mains à l'intérieur de ces IA. D'ailleurs même, j'allais vous dire un truc aussi, et j'ai oublié. Ah, parfait Estelle, ça commence bien la matinée. J'allais vous dire que ces IA, moi perso, elles me font peur. Genre, au final, est-ce qu'elles deviennent plus intelligentes que nous? Est-ce qu'elles vont bientôt prendre le contrôle? Est-ce qu'elles vont contrôler le monde? Je pense que c'était pas nécessaire. Merci Estelle. Et pour vous présenter ce sujet, on va accueillir Cécile, qui est donc Data Scientist chez OnePoint. Elle va nous démêler tout ça et on va pouvoir rentrer dans le cerveau d'une IA. Et j'espère qu'on restera tous vivants. Applaudissez bien Cécile. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'IA et d'IA explicable. On va commencer. Moi, c'est Cécile, comme Estelle l'a dit. Je suis data scientist, aussi ingénieure en IA, aussi AI evangelist. Bon, ça, c'est un nom bizarre sur LinkedIn. Juste pour un petit sondage dans la salle, il y a qui fait le même métier que moi? Enfin, qui est data scientist? OK, pour info, cette conf, elle est en intermédiaire. Mais ne paniquez pas, ce petit sondage que je fais au début, ça va me permettre de m'adapter à vous et de savoir si je prends plus de temps sur les bases ou sur les choses un peu plus difficiles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce métier, désolée à la seule personne qui a levé la main, du coup, ce métier, c'est quoi? Alors, la plupart du temps, notre métier, c'est ça, sans la blouse blanche, j'avoue. En gros, nous, on fait beaucoup de veille techno. Moi, j'ai eu beaucoup de collègues qui m'ont dit mais attends, depuis la vague de l'IA générative, tu dois faire tout le temps plein de veille techno, tout le temps, tu as des sollicitations. J'avoue qu'il y a eu des jours, en atelier client, on me demande mon avis sur un réseau qui était sorti littéralement la veille à 22h. C'est un peu compliqué. Donc du coup, ouais, on a eu une vague de cette IA générative de notre côté, qu'on a dû gérer, et on a dû faire de plus en plus de veille techno parce que vous aussi, vous vous êtes rendu compte que l'IA, ça bougeait, et ça bougeait très vite. Mais en fait, pour nous, l'IA, ça a toujours bougé très, très vite. En fait, vous ne le voyez pas, mais en arrière-plan, nous, on faisait beaucoup de veille techno, toujours, on allait voir des papiers dès qu'il y avait un sujet, on se documentait dessus, et c'est comme ça que nous, on travaille, en fait, en tant que data scientist. Du coup, moi, je me rappelle, je me suis dit, mais ça a toujours bougé vite, et oui. Donc ça, c'était en cours, sans le robot, j'avoue, c'est un peu moins cool, du coup. En fait, nous, en cours, moi, je me rappelle, mes professeurs, ils nous disaient ça, on ne peut pas le faire. Et un mois après, en fait, on pouvait le faire. C'était ce genre de cours qu'on avait où tout devenait un peu possible, tout allait très vite. Et nos professeurs nous disaient ça va vite, mais c'est pas très grave, puisque les entreprises, elles ne l'utilisent pas, en fait, encore. On n'utilise pas encore des modèles très complexes. Donc, on ne comprend pas tout, mais c'est pas grave. Donc bon, voilà, je me suis dit que c'était comme ça qu'on pouvait faire une IA, on ne comprenait pas encore tout, on allait voir comment comprendre en même temps que ça se mettait en place très vite. Donc du coup, je me suis dit, mais maintenant que je suis en entreprise et que ça fait depuis 4 ans que je bosse chez OnePoint, je me dis, mais attends, on utilise de plus en plus des algos ultra complexes, pas que nous, hein. Les entreprises les utilisent, mais est-ce qu'on comprend ce qu'on fait? Donc du coup, je me suis un peu imaginé pour cette conférence le futur de l'IA. Donc moi, j'ai envie de m'acheter une maison, et je me suis dit, dans 10 ans, les taux, ils auront enfin baissé. J'avoue, je suis un peu pessimiste. Et donc du coup, je me dis, qu'est-ce que ça ferait si c'est l'IA qui prenait cette décision sur mon crédit? Donc du coup, on imagine, il est 3h du mat, je suis sur mon PC, je veux un petit crédit. Évidemment, c'est une IA qui va me répondre, parce que bon, à 3h du mat, voilà. Et du coup, je demande à ma banque, est-ce que je peux avoir un crédit STP? Et ils vont me dire, OK, t'inquiète, de toute façon, on a toutes tes données, hein, on est en 2034, de toute façon, il y a tout. Donc voilà, donc ça va être facile. Et en 2 minutes, j'ai ma réponse. Non. Ouais. Du coup, je commence à m'inquiéter, je me dis, mais je comprends pas, j'ai un super salaire chez OnePoint, wink. Donc je me dis, de toute façon, j'ai mon crédit, quoi.
Et là, je vois le petit encart en savoir plus que de la réponse de l'IA. Ben, je me dis, bah, let's go. On va savoir pourquoi j'ai pas eu mon crédit. Allez, on va améliorer ça. Ouais, bah non. En fait, ça, je tomberais sur peut-être une page 404, une page pas trouvée. En fait, j'aurais sûrement pas d'explication à pourquoi l'IA elle a pris cette décision. Et c'est un peu dommage. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça qui nous attend aujourd'hui? Et c'est pour ça que j'ai fait cette conf. Bon, on va reprendre les bases, mais vous inquiétez pas, ça va être sympa. Déjà, c'est quoi l'IA? Ça, c'est la définition ultra théorique. Non, c'est la définition Robert de l'IA. C'est l'ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. En gros, c'est des algos qui simulent l'intelligence humaine. C'est ça l'IA. Comment ça marche? Exemple, on va repartir du prêt, et je vais vous montrer un exemple d'algo d'IA, mais version machine learning. Donc, c'est-à-dire, là, la machine, elle apprend à trouver des motifs dans un comportement humain, et elle le retranscrit sous format algorithmique. Donc, elle crée un algo pour simuler cette intelligence humaine. On va prendre l'exemple de Jean. Jean, c'est un mec cool. Le mec, il a une cravate en or, ok? Ça fait 20 ans qu'il bosse en banque. Et dans cette banque, c'est une banque assez simple, parce qu'on veut des exemples simples quand même. Lui, il attribue toujours son crédit en fonction d'un critère, le revenu du foyer. Vous lui donnez votre revenu de foyer, il va vous donner un prêt de score. Et selon ce score, il va vous dire si oui ou non vous avez votre crédit. Donc du coup, pour tout revenu qu'on lui donne, il va nous donner un prêt de score. Et comme on va prendre un exemple super basique, on va dire que cette attribution suit une droite. Voilà. Donc c'est une attribution linéaire. En fait, du coup, l'équation de comment on attribue le prêt selon Jean, ça fait un peu biblique, hein, c'est ça. Et du coup, là, on a deux inconnus. En fait, si on veut que pour tout revenu, on ait un score, il nous manque A et B, le coefficient de la droite et leurs données. Donc là, on se dit, bon, comment il fait, Jean, en fait, pour attribuer ses crédits? En fait, sans il n'y a pas d'IA. Sans data, il n'y a pas d'IA. Donc du coup, on demande à Jean, comment tu donnais tes crédits avant? Et là, il nous dit, bon, écoute, je te donne de la donnée. Enfin, il ne dit pas ça. Il dit, bon, en fait, pour moi, un couple qui avait 20 000 euros de revenus, je lui ai donné un score de 30. Et pour un couple de 40 000 euros de revenus, je lui ai donné un score de 70. Juste ça. Il ne nous dit pas à partir de quel score j'ai donné le crédit ou pas. Il nous dit juste ça. Et là, nous, on se dit, OK, je peux trouver la droite. J'ai deux inconnus, A et B. J'ai deux données, donc deux inconnus des équations. Bim, on trace juste les données, et on en déduit la droite. Et c'est comme ça qu'on trouve l'équation de la droite qui, pour tout revenu, on va pouvoir donner le score du prêt, donc comment Jean y fait. Donc en tant qu'humain, soit on trace, soit on résout l'inéquation. Donc ça, c'est l'exemple comment un humain trouve l'algo, on va dire, qui permet de modéliser l'intelligence de Jean. Sorry, Jean. Comment ça marche côté IA? Bon, en gros, on va repartir du même postulat, on est sympa quand même, et ça, en IA, c'est exactement ça. Ça, c'est un neurone, ça nous arrange bien, il prend en entrée le revenu avec un poids A et une constante, 1, avec un poids B. Et lui, ce qu'il va faire là, c'est la somme pondérée des entrées. C'est pas mal quand même, parce que c'est un petit peu notre équation aussi, quoi. Donc du coup, nous, ce qu'on a, c'est la représentation de cette équation sous format d'un neurone. Et ça, c'est vraiment comment l'IA, elle représente cette équation. Bon, là, du coup, elle a aussi besoin de données pour trouver A et B, parce qu'elle a deux paramètres de données manquantes. Du coup, on lui donne pareil. Et là, elle ne va pas arriver avec ses petits bras d'IA à tracer deux traits. Hein. Elle ne va pas faire ça, l'IA. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va jouer un petit peu au jeu du juste prix. Voilà, si vous connaissez. Donc, elle va tenter. On va lui dire, un revenu de 20 000, A égale 1, B égale 1, score de 21, ça passe? Et on va dire, non, c'était 30. Recommence. Et donc, du coup, au fur et à mesure, elle va passer sur les données. Son but, ça va être de minimiser l'erreur entre ce qu'elle a prédit et ce qu'on voulait vraiment qu'elle prédise. Et au fur et à mesure de ça, elle va ajuster et elle va trouver ça. Pas forcément pile poil ce qu'on veut, parce qu'en fait, finalement, c'est une machine et elle veut se laisser une petite marge au cas où Jean n'avait pas bien mangé le midi, quoi. Et donc, du coup, elle veut se laisser une marge parce que son but, c'est de trouver le motif en général, de ne pas se rapprocher très parfaitement au modèle, sinon c'est du surapprentissage. Donc voilà un exemple de comment un humain trouve un motif et comment une IA
trouvent ce même motif. Donc, deux façons de travailler différentes, en fait. Ça, c'est l'IA. Du coup, c'est quoi l'IA explicable dans tout ça? L'IA explicable, le sigle, c'est XAI. D'ailleurs, je déteste Elon Musk parce qu'il a appelé sa branche de l'IA pour XAI. Bah ouais, logique, il a surfé un peu sur la vibe de ce nouveau terme. Donc, l'IA explicable, donc Explainable AI, c'est des méthodes qui permettent de comprendre pourquoi les algos d'IA, ils ont pris cette décision. Ça peut être des méthodes simples, des algos, c'est tout un ensemble de méthodes. Exemple avec le prêt. Donc nous, en français, quand on le traduit, ça a deux sens. Ça a le sens du interprétabilité et de l'explicabilité. Donc interprétabilité, c'est pour les gens un peu plus tech. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans le réseau. Et explicabilité, c'est pourquoi il a pris cette décision. Donc avec notre modèle, qu'est-ce que ça fait? L'interprétabilité, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Comment c'est connecté entre eux? C'est quoi A et B? Qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur? Là, il fait une somme pondérée. Il aurait pu faire autre chose. Donc ça, c'est vraiment le cœur du modèle. L'explicabilité, c'est pourquoi c'est cette décision? Pourquoi j'ai mon crédit? J'avais un score inférieur à 40, donc j'ai pas mon crédit. J'avais un score supérieur à 40, donc j'ai mon crédit. C'est juste cette partie-là. Et le but de l'IA explicable, c'est d'enlever cet effet boîte noire, vraiment. Et encore, j'ai été sympa, j'ai mis la boîte noire qui était juste l'intérieur. C'est-à-dire qu'on connaît ce qu'on donne en entrée et on a la décision finale. Mais des fois, le plus souvent, on ne sait même pas quelles données on donne en entrée, quelles données sont utilisées en fait, pour le modèle. À quoi ça sert, à part faire des crédits, enfin, mettre une boîte noire sur un dessin? Du coup, l'IA explicable, je vais vous montrer l'exemple avec une image de chat. Voilà, il y aura beaucoup de chats hein, dans cette conf. C'est un peu séparé en la moitié sur le crédit, la moitié sur les chats. Du coup, là, c'est une image d'un chat, et on veut savoir pourquoi elle a prédit chat. Là, si je vous demande, vous avez 5 secondes pour me dessiner un chat, vous allez globalement faire 2 oreilles pointues, des moustaches, vite fait. Et en fait, ça, pour vous, c'est la représentation schématique d'un chat. En fait, là, sur cette image, ce qu'on voit, c'est que tout ce qui est en rouge, c'est les pixels qui ont pesé pour la prédiction chat. Et tout ce qui est en vert, voilà, c'était neutre, et bleu, pesé contre. Donc en fait, lui, vous voyez, on peut un peu voir une esquisse des contours du chat. Donc lui, c'est des pixels qui, sans ces pixels-là, il n'aurait peut-être pas pu dire que c'était un chat ou pas. Donc ça, c'est un algorithme de XAI qui est passé après. Et, contre-exemple, on a fait passer, pareil, un algorithme de XAI, d'IA explicable, derrière cette image où on a dit que c'était un cheval. Mais lui, il s'est basé sur le copyright de la photo. Donc en fait, la personne qui prenait des photos, c'est une personne qui est très connue dans le monde équestre, et si elle aurait pris une photo d'une barrière, il aurait dit cheval, parce qu'il aurait juste lu le copyright. Donc en fait, l'IA explicable, ça permet aussi d'utiliser pour de debug, et ça permet de voir où est-ce que le modèle se focalise. Bon, à part détecter si c'est un cheval ou une barrière, à quoi ça sert l'IA explicable? Bon, déjà, il y a des enjeux éthiques. Ouais, je sais, c'est pas marrant, les enjeux éthiques, mais bon. Après tout, qu'est-ce qui peut mal se passer quand, déjà, dans des algos où il n'y a pas d'IA, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui est fait. Bon, 3 fois rien, je vous laisse lire. Hein. Du coup, oui, effectivement, mettre de l'IA explicable, ça permet de comprendre un peu plus les algos, de mettre de la transparence sur les algorithmes. Et c'est une obligation légale dans l'AI Act, qui est une réglementation européenne sur l'utilisation de l'IA, si vous utilisez des données personnelles. J'en reparlerai après. Donc, c'est sympa d'avoir de la transparence sur ces algos. Ça permet aussi une égalité de traitement de tous les acteurs utilisant l'IA. Ça se trouve, j'ai pas eu mon crédit parce que j'étais une femme ou parce que je suis une personne racisée. C'est pas ouf et j'aurais bien aimé le savoir avant, quoi. Et aussi, ça permet de faire respecter 2 principes de la CNIL, qui sont le principe de vigilance et le principe de loyauté. Donc si votre algo il comporte des données personnelles, le principe de vigilance, c'est le petit encart qui vous dit « Attention, cet algo peut halluciner ». Ça, on l'a de plus en plus sur tous les algos. Avant, on ne l'avait pas. Et le principe de loyauté, c'est faire en sorte qu'il y ait une égalité de traitement. Pas que ça, c'est aussi que l'intérêt de l'utilisateur prime, avant tout. Ça, c'est important. Ça, on ne le dit pas souvent. Donc ça, c'est l'IA explicable. Elle peut permettre de faire respecter tous ces principes éthiques. Bon, personne ne le ferait si ça serait que éthique. Voilà. Il y a évidemment des enjeux stratégiques derrière. Un petit exemple, dans un hôpital en France, en 2011, il y a eu l'IA d'IBM, c'est l'IA Watson qui a été mise en place. Et son but, c'est de détecter les tumeurs sur les photos. Donc quand elle a été mise en place,
il y avait eu au début un engouement, puis après, plus personne n'a voulu l'utiliser. Pourquoi? En gros, elle n'expliquait pas ses résultats. Donc, on donnait l'image et elle disait juste « il a une tumeur ». Voilà, bisous. Ouais, sauf que c'est un peu l'équivalent de un interne vient vous voir, vous êtes un médecin et vous dit ouais, il a une tumeur incurable. Et vous dites pourquoi? Il fait t'inquiète. Bah voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc évidemment que l'adoption n'était pas optimale et que du coup, il y a eu ces choses-là qui ont fait qu'ils ont rejeté l'IA et elle a été enlevée de l'hôpital. Donc comprendre ce qu'on fait, mettre de l'explicabilité, ça permet de renforcer la confiance des utilisateurs. Et si un utilisateur n'utilise pas votre produit, qu'importe l'IA, il ne sert à rien. Ensuite, pouvoir l'expliquer, c'est quand même avoir un avantage sur ses concurrents avec le même produit. Il faut savoir que cette IA, 3 ans après, elle a gagné un concours au Japon. Elle pouvait détecter des leucémies en 10 minutes à la place de 2 semaines. C'est balèze quand même. Et c'était la même. Donc en fait, ça montre juste qu'avec le même produit, juste en mettant une notice ou une explication, en fait, on a une meilleure portée en fait. Et évidemment, comprendre l'architecture de son IA, c'est baisser les coûts. Je ne sais pas si vous connaissez Mistral AI ici, mais eux, ils ont des chercheurs très très pointus qui comprennent chaque bloc de leurs IA génératives. Et donc du coup, ils peuvent les réduire, ils peuvent les compresser et donner des résultats quasi identiques pour des coûts moindres, parce que plus une IA est grosse, plus son coût d'entraînement est élevé. Et donc eux, ils peuvent évaluer les coûts d'entraînement très précisément. Donc ça, c'est un super avantage pour les clients, quoi. Ils n'ont pas à dépenser plus pour des IA quasi équivalentes. Et enfin, l'IA explicable, ça a des enjeux techniques forts. Bon, déjà pour le debug, c'est plutôt pas mal de savoir pourquoi notre IA elle a détecté un cheval sur une barrière. Ensuite, ça permet de maîtriser les données en entrée. Toujours dans le cas des hôpitaux, aux États-Unis, ils s'étaient rendus compte que le numéro d'identification des patients était utilisé pour prédire si le patient avait une certaine maladie. Oui, le but de l'IA, c'est de trouver des motifs dans les données. Si l'IA a pensé que le motif le numéro qui commençait à imaginer par 0,1 vous disait que vous aviez du diabète, lui, il a fait c'est peut-être un motif qui est valable. En fait, il comprend pas, il n'y a pas d'intelligence. Donc du coup, il a trouvé un motif. Et vous, si vous regardez vos données entrée, vous dites mince, pourquoi on a donné le numéro d'identification qui est un chiffre totalement aléatoire. Voilà, en fait, si on contrôle ce qu'on donne en entrée et si on voit que 90% de la prédiction, ça se base sur cette donnée qui n'aurait pas dû être là, ça fait un petit peu plus réfléchir. Et enfin, un enjeu technique, c'est aussi faire baisser la complexité du modèle, comme avec Mistral AI. C'est aussi pour vos développeurs permettre une meilleure maintenabilité, une meilleure maîtrise de ce qui se passe et que si le réseau pète, on sait pourquoi, on sait comment faire et on sait comment l'améliorer dans le temps. Du coup, je vous ai parlé de pourquoi c'est incroyable l'IA explicable, mais comment on la met en place vraiment. Alors, il y a plusieurs types de méthodes. Il faut savoir qu'il y a un peu deux pans, on va dire. Il y a une première partie, ça va être le périmètre. Les méthodes d'IA explicable, c'est des algos qui concernent un périmètre. Soit ils donnent une explication globale, c'est-à-dire que pour tout le monde, j'ai l'explication de pourquoi l'IA, pour tous les individus, pour toutes les prédictions, je sais pourquoi l'IA a pris cette décision. Soit c'est que local. Je sais que pour monsieur machin, il a eu cette maladie parce que, blablabla, que pour un individu. Et pour une autre prédiction, ça ne sera pas la même explication. Et enfin, il y a une dépendance. Est-ce que cette méthode elle est propre à un modèle, ou est-ce qu'elle est indépendante? Donc agnostique au modèle, qu'importe le modèle en entrée, je peux utiliser cette méthode. Et oui, ça existe. Et si elle est spécifique à un modèle, exemple, cette méthode est spécifique que pour les LLM. Là, je vais vous parler de méthodes de base. Les librairies sont dispo donc, en Python. En 2 clics, vous mettez 2 lignes de code. Et donc là, c'est vraiment la base de l'IA explicable. Et après, je vais vous montrer des petites variantes. La première, c'est Lime. Ce qui est sympa, c'est que dans le nom, ça nous aide pour savoir son périmètre, on va dire. Donc c'est Local Interpretable Model Agnostic Explanation. C'est une vieille méthode. 2016, c'est vieux en IA, le prenez pas mal. Hein. Donc du coup, c'est un algo qui permet d'expliquer localement. Donc pour un individu, je donne une explication, et qui est agnostique, qui marche pour tous les modèles. C'est super, mais comment ça marche ça? Exemple, j'ai un modèle, boîte noire. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a dans ce modèle. Ce qu'on lui donne à ce modèle, c'est des données. Donc, ce que je lui donne, c'est
il a le nez qui coule, je lui donne le poids du patient, je lui dis qu'il a mal à la tête, qu'il n'est pas fatigué, et je lui donne son âge. Et lui, il nous sort comme prédiction, il a la grippe, flou. Sans IA explicable, je donne juste ça au médecin, je lui dis, tiens, il a la grippe, tu te débrouilles. Un exemple. Avec de l'IA explicable, qu'est-ce qui se passe? On rajoute un algorithme qui va essayer de savoir pourquoi il a pris cette décision, qui va le twister dans tous les sens. Je vais vous expliquer après. Lui, ce qu'il va dire, c'est que, pour moi, selon ce que j'ai observé avec cet algorithme, c'est que ce qui a pesé pour la prédiction de « il a la grippe », c'est le nez qui coule, le mal de tête, pardon. Mais par contre, ce qui a pesé contre, c'est pas de fatigue, parce que normalement, quand on a la grippe, on est fatigué. Et juste, je ne sais pas c'est quoi la décision finale, je ne sais pas ce que c'est, pardon. Juste, je te donne ça, et tu te débrouilles. Ça a donné cette information-là en plus. On n'a pas révolutionné, on a juste donné l'explication. Mais en fait, c'est très utile. Lime, ça ne requiert pas d'infos sur le modèle de base. Qu'importe si c'est une totale boîte noire, ça va fonctionner. Ça marche avec tout type de données, tabulaire, images et texte. Par contre, c'est un peu instable. Entre des individus très proches, on peut avoir des résultats assez différents. Donc c'est pour ça que c'est une méthode qui est ancienne, mais qui marche quand même très bien. Donc à tester de votre côté si vous voulez mettre ça en place. C'est magique ou pas? Non, pas vraiment. Ça a quand même une technique bien rodée. En gros, comment ça marche? Bon, imaginez, vous avez un modèle global trop bizarre. En fait, on va dire les personnes en rouge, c'est les gens qui ont la grippe, et les personnes en bleu, c'est celles qui n'ont pas la grippe. Si vous voyez le modèle dans sa globalité, ça c'est une représentation bien sûr arbitraire, c'est pas le modèle pour vous dire si vous avez la grippe. Bon, déjà, en fonction du nombre de symptômes, vous voyez là, on a mis que deux, enfin, il y a deux, c'est en 2 dimensions, hein, donc plus il y a de symptômes, plus ça pourrait être en X dimensions. Et le modèle est un peu bizarre, enfin, on ne peut pas dire clairement comment il est passé de là à là, enfin, avec toutes les dimensions. Comment Lime il fait? En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il va sélectionner un individu cible, ici la croix rouge en gras, et il va générer des nouvelles données tout autour. Et il va entraîner un modèle white box, type une droite ou un arbre de décision. Les arbres de décision, c'est poids supérieur à 40, inférieur à 40, oui, non. Âge supérieur à 50, inférieur à 50, oui, non. Ça descend comme ça. Donc c'est des modèles très simples. On peut expliquer à un humain comment ça marche, ces modèles. Il va prendre un individu, il va regarder tous les individus autour, donc il va légèrement modifier les prédictions type est-ce qu'il a le nez qui coule beaucoup, pas beaucoup, la fièvre, pas de fièvre, donc il va tout modifier tout autour, et il va voir à partir de quel moment on bascule vers la personne n'a pas la grippe. Donc en fait, finalement, qu'est-ce qu'il fait si on le modélise? C'est comme si il zoomait, et qu'il générait plein de monde autour, qui demandait à l'algorithme boîte noire de lui dire bon, est-ce qu'il a la grippe ou pas? Et après, tout simplement, il disait en fait, c'est comme ça qu'on sépare les individus, c'est comme ça que lui, il fonctionne en tout cas. Et c'est comme ça qu'un algorithme d'IA explicable peut nous expliquer pourquoi le modèle a pris cette décision finalement. La deuxième méthode, c'est SHAP, ça se dit bien SHAP, hein, c'est pour Shapley Additive Explanation, 1 an après. Elle, un petit peu comme l'exemple du chat que je vous ai montré tout à l'heure, là aussi, donc c'est une méthode locale. Donc, méthode locale, donc pour un individu, elle va expliquer le résultat. Et agnostique au modèle, elle aussi, donc qu'importe le modèle en entrée. Donc là, c'est un algo qui détecte les chats. Je vous l'avais dit, il y aura beaucoup de chats. Donc là, le but, c'est de trouver que c'est un chat égyptien. Donc il y a la race aussi. Donc en rouge, c'est les pixels qui ont pesé pour la prédiction, en bleu qui ont pesé contre. Donc on voit que lui, il s'est focalisé sur les oreilles, le museau, donc ça pour chat, le pelage, la queue pour la race. Et on voit qu'en bleu, il y a eu l'arbre qu'il a dit « Oula, pour moi, ça, c'est pas chat ». En tout cas, en tant que data scientist, ce que je vous dirais, ça serait, lui, il a l'habitude peut-être de voir des données de chiens dehors et de chats à l'intérieur. Donc du coup, quand il a vu un individu, un animal dehors, il a dit « Moi, je pense, ça pourrait être un chien quand même ». Donc du coup, pour lui, ça pesait contre la prédiction chat. Et c'est vraiment avec les données d'entraînement que l'algorithme s'entraîne. Donc du coup, ça montre pourquoi il a pris la décision de chat égyptien pour Shapley. En fait, Shapley, ce qui est bien, c'est qu'il y a une meilleure stabilité des calculs par rapport à Lime, et donc des explications. Ça marche avec tout type de données. Par contre, c'est long, parce que là, vous imaginez que si pour chaque pixel, on doit calculer des valeurs mathématiques pour chaque individu, c'est long, en fait, ça rajoute un coût algorithmique.
Là aussi, c'est pas magique. Comment ça marche? Alors, je ne vais pas faire pixel par pixel et vous montrer un exemple, sinon voilà, on n'a pas le temps. Je vais vous montrer un exemple avec ce chien dans une couverture, ça fait E.T., hein, on est d'accord. En gros, le but, c'est de dire quelle est la classe qui est chien. Et on a séparé ça en 3 parties, les pixels, donc on appelle ça des superpixels. Donc on a tous les pixels du fond, tous les pixels de la couverture et tous les pixels du chien. Évidemment, moi je vous dis, c'est les pixels du chien, mais l'IA ne le sait pas. Son but, ça va être de dire que c'est la zone 3 qui est chien. Comment elle va faire? Ce qu'elle va faire, c'est on va retirer une à une les classes et voir à partir de quel moment elle ne peut plus prédire chien, tout simplement. On va retirer le fond, on va laisser le chien et la couverture, et elle va dire chien. Ok, bon bah le fond il n'était peut-être pas très utile. On va retirer la couverture, etc. Juste à temps qu'on retire chien, on laisse tous les autres classes et il dit oula, là je sais plus, là pour moi c'est plus chien. Ah bah du coup ça veut dire que c'était un peu important. Vous imaginez ça avec des super pixels, donc vous pouvez imaginer ça avec des pixels. Quand on retire un pixel, il est un peu moins sûr que ça soit chat ou chien. Et donc du coup là, bah, il se dit oh ce pixel il était important pour la prise de décision. Et c'est comme ça que Chap il met en place ce calcul pixel par pixel ou pour des données tabulaires, pour tout type de données. Et derrière, en fait, c'est des formules mathématiques. Et c'est pour ça, enfin, des formules mathématiques précises qui sont assez simples. Je vous les ai pas mises là parce que voilà, mais qui permettent en fait de pouvoir comprendre l'explication humainement, on va dire. Mais nous, notre but, c'est quand même d'avoir, on aimerait bien un peu le truc magique, un truc qui, globalement, pas que pour une image qui nous explique pourquoi il a pris ses décisions, pour toutes les images qui nous expliquent pourquoi il prend toutes ces décisions et qui soit agnostique au modèle. Ça existe, mais c'est super vieux. J'ai trouvé un exemple avec PDP. PDP, ça date des années 2000, très très vieux en IA. C'est pour Partial Dependence Plot. Comment ça marche? Donc là, c'est un exemple de location de vélo. Ouais, c'est pas des chats, sorry. En fonction de la température et de l'humidité. Donc, plus la température augmente, plus on loue des vélos. Plus l'humidité augmente, moins on loue des vélos. Jusque-là, tout va bien. Nous, on aimerait savoir comment ces deux variables covarient dans la location de vélos. PDP, ça permet d'avoir une méthode visuelle. L'IA explicable, ça marche beaucoup sur le visuel. Je vais vous montrer beaucoup d'images. En fait, ça marcherait comme ça. Donc, en fait, on va calculer des valeurs de dépendance. Donc, c'est pas les matrices de dépendance. Enfin, c'est un peu plus complexe. Et en fait, là, on a un peu, pour ceux qui font de la randonnée, peut-être vous pouvez reconnaître, ça ressemble un peu à des lignes de niveau à la montagne. Je sais plus le terme exact, désolé. Et donc, du coup, on peut voir. On a en fait les deux variables qui coexistent et on peut voir en fonction de la température et de l'humidité le nombre de vélos loués et on a vraiment cet algo. En fait, on n'a même plus besoin de l'algo. Limite, on peut poser ce graphique et dire comment il a pris cette décision et on ne fait même plus tourner l'algo en fait parce qu'on a un peu la représentation de comment il a pris cette décision. Donc, on a trouvé le motif derrière la location de vélos, par exemple. Donc, c'est une méthode globale qui est agnostique au modèle. C'est une super méthode. Ça s'adapte à une grosse volumétrie de données. Mais ça fonctionne qu'avec des données numériques et peu de caractéristiques. Là, je vous l'ai fait en 2D. En 3D, c'est OK. En 4D, vous m'appelez, parce que c'est un peu plus compliqué quand même. Et bon, là, vraiment, là, vous vous dites, mais moi, je veux du chat GPT, là. Qu'est-ce qu'elle raconte avec les méthodes de mathématiques? Oui, alors, je vous ai un peu menti avec les neurones en vous disant, oh, c'est ça, l'IA, c'est mignon, il y a 2 paramètres. La date du neurone, c'était 1943. Vous imaginez le bazar qui s'est passé après, on va dire. En vrai, l'IA, c'est horrible. C'est déjà ça, et c'est ça. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Alors ça, c'est utilisé pour les images. Le premier graphique à gauche, ça s'appelle des réseaux neuronaux convolutifs. Et à droite, c'est ce qui est utilisé pour tous les langages de modèles large, type GPT-like. Pourquoi c'est horrible, l'IA? En fait, il n'y a pas un neurone, il y a des millions de neurones. Quand vous avez quand je vous parle des paramètres A et B à trouver, oh c'est mignon, il faut juste 2 données. Quand vous voyez un Mistral 7B, 7 milliards de paramètres, A, B, C, D, 7 milliards de fois, 7 milliards d'inconnus en fait. Ça c'est un petit. Donc vous voyez, en fait, il y a plein de neurones qui sont connectés entre eux. Dès qu'on a des neurones entre l'entrée et la sortie, on a des neurones intérieurs, donc on appelle ça un réseau de neurones profond. Et quand on fait de l'apprentissage sur des réseaux de neurones profonds, c'est du deep learning. Et c'est pour ça qu'on parle de deep learning.
Et donc, quand on a des neurones connectés entre eux qui font pas juste des sommes pondérées, qui font des sommes, des cosinus, des machins, qui reviennent en arrière, qui oublient pas, on ne sait pas. Bon, bah ça, c'est le deep learning aujourd'hui. Et c'est pour ça que je ne peux pas vous dire là, oui, bon, c'est simple, voilà, je dois vous dire la vérité à un moment donné, je dois me confesser là-dessus. Donc du coup, ça, c'est ce qu'on traite tous les jours. Pourquoi c'est complexe? Parce que des millions de neurones, des millions de calculs à faire, donc effectivement, énergétiquement parlant, c'est lourd, et il y a plein de paramètres à trouver, plein d'itérations, c'est pas juste on passe quelques fois sur les données, voilà. Du coup, on se dit, waouh, si on a des réseaux comme ça, bon, l'IA explicable, oui, mais non, en fait, plutôt non. L'IA explicable, ça marche beaucoup sur les outils visuels, donc en fait, finalement, ça évolue un peu avec son temps. Google, il a développé en 2022 Stylex, stylé. C'est un outil de visualisation pour la classification d'images. En gros, c'est un outil vraiment très, très utilisable par un humain, je parle comme une IA. Donc, lui, il a les top 8 attributs qu'il a trouvés pour dire c'est un chat. Mais lui, il ne sait pas ce que c'est derrière les 8 attributs. Il sait juste que c'est ces 8 choses qui lui ont dit oh, c'est un chat, c'est sûr, mais je ne sais pas ce que c'est derrière. C'est à toi de trouver maintenant. Donc, il nous donne la main et nous, on peut faire joujou avec les attributs pour voir pourquoi il a pris cette décision. Et en fait, nous, on voit du coup clairement qu'est-ce qui est bougé. Lui, il va appeler un algo d'IA générative d'images. Et il va juste lui donner ces données-là en entrée en modifiant la valeur de l'attribut comme nous, on l'a fait. Et du coup, nous, on va voir visuellement, avec la nouvelle image générée, « Ah, mais ça bouge les oreilles. Ah, mais ça bouge les yeux. » Et en fait, on va aux limites de là où il pourrait dire que c'est un chat ou pas. Et en fait, plus loin, il pourrait plus dire que c'est un chat. Et en fait, on voit « Ah, mais c'est ça qui est important pour détecter un chat. C'est en 1, les oreilles pointues, en 2, les yeux. » Et en fait, c'est comme ça qu'on visualise que des algos très complexes, donc pour les images, c'est quand même assez complexe, qui dit que c'est un chat, en fait. Un autre exemple, alors, vous allez dire, ouah, le nom. Alors, désolé, c'est sorti en mai, il n'y a pas eu de buzzword, il n'y a pas eu Apple qui a fait encore un truc pour changer un truc qui dit que c'est Apple, mais en fait, non, il n'y a pas eu tout ça. Là, c'est la vraie vie, ok. C'est comme ça, l'IA. C'est des mots très durs. Donc, en fait, en anglais, c'est scaling monosemanticity, donc mise à l'échelle monosémanticité. En fait, comment ça marche? C'est l'équipe de Claude 3, donc Anthropic. Anthropic, c'est AWS. Leur équipe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé des sparse auto-encoders. What the fuck? Alors ça, qu'est-ce que c'est? En gros, je vous montre avec un texte comment ça marche. Ils ont réussi à montrer que sur des IA complexes, c'est un peu un truc de fou, hein, que sur des IA complexes, on peut isoler des concepts. Donc, c'est-à-dire, sur vos LLM classiques, on peut lui demander d'isoler un concept, ici c'est le Golden Gate Bridge, et lui dire qu'est-ce qu'il y a tout autour. En fait, si tu dis « Bonjour, je suis le Golden Gate Bridge », il va vous dire « Ah, vous êtes un pont, en fait, vous n'êtes pas une personne ». En fait, il va comprendre que c'est un concept, et c'est-à-dire que c'est un concept qui se trouve à San Francisco, aux États-Unis. Je flex un peu parce que je parle un tout petit peu japonais, je sais que c'est juste marqué « Amérique ». Voilà. Et en fait, il va avoir ce concept, et il va pouvoir sans ambiguïté, nous dire que le Golden Gate Bridge, c'est un pont, un monument, etc. Et en fait, ils ont montré que, ouais, il associe un concept, et je ne vais pas dire il a compris, hein, parce que c'est des algos, mais il peut isoler des concepts sans ambiguïté, donc monosémantique qui n'a qu'un sens, et mise à l'échelle, c'est qu'ils ont réussi au début à faire ça sur des tout petits réseaux, et après ils ont réussi à faire ça sur Claude 3, Claude 3 qui est quand même l'équivalent de ChatGPT, en fait. Et ces concepts, ça va plus loin, ça va même jusqu'aux images. Là, on n'a pas juste dit « fais-moi le Golden Gate Bridge, voilà, qu'est-ce que ça donne ?» Non, là, c'est tout ce qu'il y a autour de l'image qu'il a générée. En fait, il connaît ce concept, il comprend que c'est quelque chose à part. Donc c'est un peu plus difficile à voir avec le texte, mais en gros, c'est vraiment un pas en plus dans l'explicabilité de pourquoi les LLM prennent ces décisions-là, pourquoi ils n'ont pas dit « le Golden Gate Bridge, il a un sac à main », par exemple, parce qu'il sait que c'est un concept qui est un monument. Bon, du coup, je vous ai montré plein de méthodes, mais est-ce que, du coup, c'est possible d'expliquer l'IA? Bon, on progresse, parce que je suis normande, alors je sais qu'à dire ça à Nantes, c'est... Alors, je vais vous dire peut-être que oui, peut-être que non, ok? On progresse parce que ça, c'est l'évolution du nombre de papiers de recherche qu'il y a eu sur l'IA explicable. Il faut cumuler toutes les courbes, donc on commence il y a très longtemps quand même, avant ça n'existait pas déjà l'IA explicable.
Et pourquoi il y a eu des pics aux 3 fois rien, des petits trucs qui sont arrivés derrière, te courir après? Il y a eu le RGPD, règlement sur la protection de la donnée personnelle. Donc ça, déjà, les gens ont dit « Attends, mais si on utilise des données personnelles sur l'IA, on doit mettre des règles ?» Ah ouais, en fait. Donc là, les gens commencent à paniquer. Il y a eu plus de papiers de recherche. Il y a eu des choses qui se sont passées aux États-Unis, mais là, je me focalise aussi en Europe, parce que c'est beaucoup en Europe qu'il y a des lois. Et quand il y a eu l'application du RGPD, les gens ont aussi encore plus paniqué. Puis, il y a eu l'AI Act, ou l'IA Act, comme bon vous semble, qui est une directive européenne qui permet de protéger l'utilisation des IA. Et ça a explosé. Du coup, les gens ont fait « Ah, mais on ne peut pas faire n'importe quoi en fait, avec nos IA. On ne peut pas juste dire « Bon, t'as un cancer, au revoir. » En fait, on doit vraiment expliquer. Donc, ouais, oui, on doit faire ça maintenant. Donc, depuis 2024, l'IA Act a été adopté. Je vous en parlerai de qu'est-ce que ça veut dire en termes sur vos algos en IA. Bon, moi, mon goal ultime, mon but ultime, ce qui est déjà possible, c'est ça. Alors, j'ai toujours pas mon crédit. Ça fait pas partie de mon but, hein, je vous avoue. Mais en tant que data scientist, mon but, c'est qu'on me dit « Et client, machin, votre crédit a été refusé ou accepté. Pourquoi ? T'as fait 2000 € d'achat ce mois-ci. Ouais, bon, j'avoue, j'ai un peu abusé. T'as eu plein de choses qui ont fait qu'on n'a pas voulu t'accorder ce crédit. Ok. Ce qui a pesé contre l'attribution de ton crédit, en rouge. Ce qui a pesé pour, en vert. OK. Et qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer? Qu'est-ce que tu peux faire pour avoir ton crédit? Là, c'est totalement transparent. En fait, on sait pourquoi j'ai eu mon crédit ou pas. Ça répond aux exigences de l'AI Act ou de l'IA Act. Et ça, je suis pas revenu, j'ai pas fait un retour vers le futur, vers le passé pour faire ça. En fait, ça c'est en 2021. C'est une filiale de l'ACPR. Enfin, c'est une filiale de la Banque de France qui s'appelle l'ACPR qui a fait un hackathon et qui a demandé aux personnes de mettre sur leurs outils de prédiction de crédit, de mettre de l'IA explicable. Ils ont utilisé Lime, ils ont utilisé Chap, et ils ont sorti une interface comme ça. Voilà, c'était en 2021, c'est il n'y a pas longtemps, donc les crédits, c'est vieux comme le monde, voilà, on fait ça partout. Let's go. Let's go, mais non, en fait. Alors moi, j'ai testé le petit chat GPT, j'ai un petit peu testé, donc ça, c'est pas chat GPT, c'est Copilot. Je lui ai dit, décris-moi cette image. Ce chat est horrible, hein, on est d'accord. Il est trop bizarre. Hein. En fait, ce chat, il est connu, il s'appelle Herman. Voilà, donc c'est un chat même. J'ai voulu prendre un chat connu, et je vais vous montrer pourquoi. Quand je lui dis, décris-moi cette image, je lui donne aucun indice. Et là, il me dit, bon, je vous lis pas, mais en fait, il me dit, c'est un chaton gris aux yeux bleus. Ah bon, enfin il a les yeux en fait un peu vert, gris. Il me dit bon il est petit, blabla, et il me dit je n'ai pas pu lire de texte sur la photo. Et ouais, je t'ai pas donné de copyright, j'en ai fait exprès, il y avait rien, j'ai tout coupé. Et en fait là il me dit dans les liens pourquoi il a trouvé cette info. Il me montre vers des articles chinois. Ok. En fait ce qu'il a fait c'est qu'il a pris l'image, il a fait un reverse search sur l'image. Donc lui, il n'a pas du tout fait d'algorithme de reconnaissance, il n'a pas du tout répondu « c'est un chat » parce qu'il a les oreilles pointues. Ah non, lui, il a laissé faire les autres, il mettait juste le texte autour. Donc il a trouvé des articles. Dans ces articles, il disait qu'il avait les yeux bleus. C'est là où il a eu l'information, en fait. Et le pire, c'est que je lui dis « mais comment tu sais que c'est un chat, en fait ?» Je m'attendais vraiment à une définition du dictionnaire. Si vous avez lu l'abstract, je m'attendais à ce qu'ils me disent « voilà, un truc Wikipédia d'un chat ». Et il me dit « je m'excuse, en fait, je ne peux pas voir l'image. » Attends, quoi ? Et là, c'est le « attends ». Et après, il fait « bah oui, en fait ». Il m'a dit « je me suis basé sur la description que vous m'avez donnée ». Quelle description? En 2 questions, on peut voir qu'en fait, déjà, il n'y a pas d'explicabilité sur les algos qu'on utilise tous les jours, que littéralement, il se fout de nous. Et en plus, voilà, en fait, il ne fait pas le travail, il n'y a rien qui a été mis en place. Donc ça, c'est pour tout ce qu'on utilise tous les jours. L'interprétabilité, qu'est-ce qu'il y a dans le modèle? Est-ce qu'on peut comprendre ce qu'il y a à l'intérieur du modèle? Avant, ça c'était le truc horrible pour les images, c'était difficile déjà. En IA, il faut savoir qu'il y a une énorme communauté d'open source. Dès qu'il y a un modèle qui sort, qui est un peu propriétaire, il y a plein d'autres modèles qui sortent open source, parce que la communauté en IA scientifique, elle est top. Il y a des exemples de code, comment le faire from scratch, des papiers, enfin il y a tout. Donc ça c'était avant, mais déjà rien que là, nous, en tant que data scientist, on était limités. On ne comprenait pas toutes les prises de décision. On testait le modèle, on disait oh, ça marche, on fait confiance au papier de recherche parce qu'il y a un mec pendant 10 ans, il a bossé sur cet algo, donc on ne va pas repasser 10 ans dessus, et on y va. Puis ensuite, il y a eu ça, des trucs de genre. Ça a mis vraiment une couche propriétaire en fait, sur ces modèles. Là, c'est un tableau qui est sorti il y a 1 mois sur à quel point ChatGPT est ouvert, c'est-à-dire on a accès aux choses.
Vous voyez tout ce qu'il y a en rouge, ça veut dire qu'on n'a accès à rien. En fait, ça dit, en fait, il n'y a rien, on ne sait pas ce qu'il y a, ils ont publié un préprint à moitié, merci. Donc en fait, ce genre d'acteur, ça nous a mis totalement une boîte noire, en fait. On n'a rien compris à ce qui s'est passé, on a dit, mais en fait, là, maintenant, on ne sait même plus, en fait, déjà, on n'était pas aidés, et maintenant, on est encore moins aidés. Puis il y a eu d'autres acteurs, eux, ce qu'on est sûr, c'est qu'ils savent ce qui se passe à l'intérieur, puisqu'ils améliorent leur modèle à fond, ils sortent des papiers. Le Anthropic, ce que je vous ai présenté sur le titre très bizarre, c'est Anthropic qui l'a sorti. Ils sortent des papiers. ChatGPT, j'en vois jamais, quasi jamais. Et il y a des modèles open source disponibles qui sont moins puissants que l'état de l'art. Vous avez plein de modèles, type des GPT-like, dispo, moins puissants. Donc l'interprétabilité, elle est vraiment shiftée vers on en a de moins en moins, nous. Du coup, si ça vous intéresse de voir tous les papiers qui sont dispo, enfin tous les modèles qui sont les meilleurs, c'est-à-dire plus vous avez de la transparence, mieux ça sera dans vos SI. J'ai mis un petit QR code et un petit lien, donc ça vient de Opening Up ChatGPT. Et donc là, vous voyez tous les modèles qui sont les meilleurs pour le moment, en tout cas. Mon avis perso, ma prédiction humaine, si je suis une IA, c'est l'IA, son niveau de complexité, il augmente exponentiellement. J'ai un peu zoomé sur l'exponentiel avec le temps. L'IA explicable, ça va permettre à coup de réglementation, d'essayer de creuser ce trou entre il n'y a pas d'explicabilité et on comprend ce qu'on fait. Et pour le moment, nous, on est là. On est au tout début des réglementations. L'IA, on voit déjà cet écart, on le sent quand on fait. Et peut-être l'écart sera de plus en plus grand, mais en tout cas, on est là. Et grâce aux réglementations, on avancera petit à petit pour comprendre ce qui se passe. Du coup, j'ai fait un peu un diapo récap et bonne pratique pour comment vous pouvez mettre en place ça de votre côté. Donc, si vous utilisez des algos d'IA complexes, tout ce qui touche au deep learning, donc dès que vous avez des images, dès que vous avez des language models, tout ça, mais que vous prenez des décisions non critiques, que vous dites à vos clients « c'est un chat ou un chien ?» Enfin, des trucs un peu, voilà, tout va bien, on ne détecte pas des tumeurs. Là, qu'est-ce qui vous engage, vous techniquement, côté interprétabilité, ce qu'il y a dans le modèle. Votre but, ça va être de maîtriser le maximum de briques pour améliorer votre modèle. Plus vous aurez un modèle performant, mieux ça sera pour vous. Donc, maîtrisez le max. Vous pourrez proposer à vos clients des choses beaucoup plus rapides, beaucoup moins chères. L'explicabilité, elle est optionnelle parce que vous ne prenez pas des décisions critiques, vous n'utilisez pas de données personnelles. Donc, il faut informer l'utilisateur des possibles hallucinations et se tenir à jour des nouveautés. Mettre de l'explicabilité, là aussi, ça vous différenciera de vos concurrents et vous aurez des meilleurs outils pour pouvoir débugger, tous les enjeux que j'ai cités avant. Si par contre, vous avez des algos d'IA simples, type attribuer un crédit, le plus souvent c'est assez simple, voilà, c'est vieux comme le monde, mais c'est une décision critique. C'est quoi décision critique? L'IA Act ou l'AI Act définit ça comme des systèmes d'IA à haut risque, c'est-à-dire dès que vous avez de la donnée personnelle qui rentre en jeu. Donc en fait, dès que vous avez de la donnée personnelle, là, on tombe sous le coup de l'IA Act. Qu'est-ce que ça veut dire? L'interprétabilité, elle est obligatoire avec l'IA Act. J'ai mis le lien des articles, on a épluché l'AI Act avec un juriste de chez nous. Et, bonne nouvelle, elle existe déjà, parce que c'est des algos simples, donc vous avez plein de méthodes que vous pouvez déjà brancher dessus. Donc, mettez à dispo une documentation technique du modèle. Donc, d'après ce qu'on a lu, comme c'est un peu vague, c'est au minimum, je pense, un blueprint, un modèle un peu simplifié, une architecture un peu simplifiée de votre modèle, et une notice pour vos devs. Interprétabilité, c'est pour les techs. Explicabilité, pour les utilisateurs ou les personnes non tech. Votre but, c'est ajouter de l'explicabilité. Là, vous êtes obligé. Informer le client sur la décision et les comportements. Vous devez lui dire pourquoi il n'a pas eu son crédit. Vous devez lui dire quelles sont les données qui lui ont imposé de ne pas, qui lui ont dit tu n'auras pas de crédit. Et fournir une petite notice en fait de comment utiliser bien l'IA pour pas qu'il y ait de biais. Donc ça va, c'est dispo. Vous pouvez déjà le mettre en place. Et là, bien sûr, le dernier, c'est vous utilisez des algos d'IA très complexes, vous faites des décisions critiques, vous utilisez des algos trop bizarres pour dire qu'un patient a une tumeur, des trucs, voilà. Qu'est-ce que vous faites déjà? Déjà, l'interprétabilité et l'explicabilité, elle est obligatoire, mais en fait, elle n'existe pas. Donc, soit vous montez votre labo de recherche, je pense que ça coûte un peu cher, soit elle va être très, très difficile à mettre en place.
Donc en fait, vous dites, c'est des choses qui sont difficiles à mettre en place. C'est obligatoire, mais du coup, est-ce que c'est bien de le faire? En fait, s'il est impossible de vous mettre en conformité avec les exigences de l'AI Act, stop, arrêtez, ne faites pas ça. C'est mon conseil, hein, je ne serai pas derrière vous avec le petit badge police. Mais en gros, pour vous dire, si vous ne pouvez pas vous mettre en conformité, c'est la case prison, c'est 30 millions d'euros d'amende ou 6% du chiffre d'affaires, le max entre les deux. Donc en fait, ça, c'est évidemment l'AI Act, ça vient d'arriver, les amendes ne sont pas tombées, mais plus vous aurez du mal, plus vous utiliserez des briques noires, des boîtes noires avec des briques complexes, vous prenez des décisions critiques, vous mettez en danger en fait, en utilisant des IA comme ça, surtout dans le cas des données européennes. Donc attention, et c'est mon conseil. Et pour récapituler un peu tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que vous devriez en retenir de l'IA explicable? Bon bravo. Merci d'être venu à cette conférence parce que maintenant, déjà, vous savez que ça existe. Et connaître son existence, c'est faire un pas vers une IA plus transparente, plus responsable. C'est comprendre les enjeux de l'IA, en fait. Bon, l'IA, bien sûr, ça viendra quand ça viendra, avec le temps. À coup de réglementation, on aura l'IA explicable, on aura des nouveaux algorithmes. Donc, ne perdez pas espoir, ne dites pas « Oh non, je voulais ce modèle trop bien, je voulais l'utiliser maintenant ». Ça va venir. Donc, ça va aller. Au fur et à mesure du temps, il y aura un peu des coups de fouet nécessaires qui seront faits, et il y aura des grands acteurs qui commenceront à un peu shifter, à un peu changer leur manière de faire. Donc, ça viendra. Il faut juste se tenir au courant, comme vous le faites maintenant. Et pour une IA d'exception, finalement, est-ce que c'est pas bien de rester dans la boîte noire? C'est confortable des fois. En fait, finalement, l'interprétabilité, l'explicabilité, ça s'oppose au fait d'aller plus loin, d'avoir des IA de malades, des trucs super complexes. Et en fait, même si la communauté scientifique s'efforce de proposer des modèles et des architectures tout le temps à jour, des fois, c'est bien de rester dans la boîte noire, parce qu'on peut s'amuser. On peut, pour des décisions qui sont non critiques, utiliser des algorithmes surpuissants, découvrir les dernières nouveautés de l'IA, développer des algorithmes dont on n'aurait jamais pensé l'existence. Et ça, c'est bien. Ça, parce que ça fait avancer la recherche. Et pour moi, l'AI Act, ça ne bloque pas la recherche parce qu'il y a beaucoup de données qui ne sont pas critiques, sur lesquelles on peut utiliser. Et donc, du coup, finalement, rester dans la boîte noire, c'est un petit peu s'amuser avec l'IA. Donc, c'est cool. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté.